La lettre est arrivée un mardi matin. Elle était pliée en trois et scellée à la cire rouge. La cire portait le blason du duché d'Ashford. Un cerf couronné en plein sceau, figé pour toujours entre la terre et le ciel. Marianne Vos la tenait entre ses mains. Elle était assise à la table de cuisine de sa chambre louée. Elle la retourna une fois, puis deux, comme si son poids pouvait lui révéler quelque chose avant qu'elle ne brise le sceau. La bougie à son coude vacilla dans un courant d'air. Le courant d'air venait de la fenêtre mal ajustée. Dehors, novembre pressait son visage gris contre la vitre. Elle attendait des nouvelles du domaine depuis 4 mois. Elle ne s'attendait pas à cette nouvelle-là. Elle la lut 2 fois. Puis elle la posa à plat sur la table. Elle la lissa avec la paume de sa main et la lut une 3e fois. Le duc d'Ashford avait le plaisir d'informer mademoiselle Marianne Vos. La lettre utilisait ce titre, bien qu'elle fût la veuve de l'ancien jardinier en chef du domaine. C'était comme si enlever le préfixe pouvait aussi effacer l'histoire. La lettre disait que conformément à sa générosité et en reconnaissance des services rendus au domaine par son défunt mari, il était disposé à lui offrir un poste au sein de la maison Ashford. Le poste n'était pas celui de gouvernante, pour lequel elle avait postulé. Ce n'était pas non plus celui de cuisinière, pour lequel elle avait aussi postulé. C'était celui de gardienne du potager. Le potager d'Ashford Hall était abandonné depuis 11 ans. Elle reposa la lettre. Une inspiration, 2. Dehors, un moineau se posa sur le rebord de la fenêtre. Il la regarda d'un œil vif, puis s'envola. Elle reprit la lettre. Elle la plia le long de ses plis d'origine. Puis elle la glissa dans la couverture d'un petit journal en cuir posé à côté d'elle. C'était le journal qu'elle tenait fidèlement. Son mari, Thomas Foss, le lui avait mis dans les mains l'hiver avant sa mort. Il lui avait dit de noter tout ce qu'elle savait sur la culture des plantes. « Écris tout », avait-il dit. « C'est important. Tu en sais plus que tu ne le penses. » Thomas avait su qui elle était. Le duc d'Ashford, lui, ne le savait pas. Et c'était là, pensa Marianne en pressant son pouce contre la couverture du journal, son seul avantage. Elle accepta le poste. Mais avant de la suivre à travers les portes d'Ashford Hall, nous devons revenir en arrière. Nous devons revenir à un matin, 9 ans plus tôt. À une époque où Marianne n'était pas encore Marianne Vos. Le monde était alors un endroit différent, plus étroit, plus doré. Elle était née Marianne Lair, fille unique d'Edward Lair. Pendant 23 ans, il avait été l'horticulteur le plus célèbre du pays. Son père avait entretenu les serres royales. Il avait correspondu avec des sociétés botaniques dans 3 pays. Il avait publié 2 volumes sur la culture des fruits en espalier, et un 3e, celui qui l'avait rendu célèbre. Il portait sur le renouveau des traditions du potager dans les grands domaines d'Angleterre. Il croyait, avec la conviction d'un homme qui a passé sa vie à voir des graines devenir des forêts, que la connaissance de la terre était l'héritage le plus démocratique qui soit. Il avait tout appris à Marianne. Les noms latins et les noms communs, le compagnonnage des plantes et la rotation des cultures. Comment lire le sol à son odeur? Comment comprendre ce que disait une plante malade? Comment construire une couche froide à partir de rien? Et comment faire survivre un figuier à un hiver anglais? Et comment faire en sorte qu'un jardin nourrisse une maison pendant 12 mois de temps imprévisible? Quand Marianne avait 19 ans, son père avait été engagé pour redessiner le potager d'Ashford Hall. C'était une commande prestigieuse. Le domaine était célèbre. Le duc de l'époque était un mécène généreux, et Edward Lair avait travaillé pendant 3 saisons pour en jeter les bases. Les parterres étaient conçus avec une précision géométrique. La serre avait été rénovée. Un système de couches froides avait été construit le long du mur exposé au sud. Le sol, lourd et argileux, était compacté par des années de pâturage. Il fut doublement bêché, composté et amendé pendant 2 saisons complètes. Et ce, avant même qu'une seule graine ne soit semée. Et puis, Edward Lair est mort. Il est mort au milieu de la 3e saison, entre la plantation des choux et la première récolte de haricots. Sans sa main experte et son génie particulier, le jardin a périclité. Les jardiniers assistants qui tentèrent de l'entretenir étaient compétents, mais sans direction. Le jardinier en chef, un homme plus âgé nommé Carroll, avait mal accepté cette commande dès le début. Il retira son soutien. L'été suivant, le nouveau duc, l'actuel, Geoffrey Ashford, ordonna la fermeture du jardin. Il avait hérité à 26 ans et se souciait des jardins à peu près autant que des sentiments des veuves. La serre tomba en ruine. Les parterres furent abandonnés aux mauvaises herbes.
Marianne avait observé tout cela de loin. Elle avait correspondu avec la gouvernante du domaine de l'époque. C'était une femme bienveillante nommée Madame Fellows. Elle lui avait écrit dans les mois suivant la mort de son père pour lui présenter ses condoléances. Elle lui avait aussi dit, discrètement, que le jardin que son père avait construit était en train de mourir. Mary Ann avait répondu avec des instructions détaillées, pratiques et adaptées à la saison. Ces instructions avaient été poliment reçues, mais elle soupçonnait qu'elles n'avaient pas été appliquées. Elle n'avait aucune autorité là-bas. Elle n'avait pas un nom que le duc reconnaîtrait. Elle n'avait que le savoir de son père, planté en elle aussi sûrement que n'importe quelle graine qu'il avait mise en terre. Et elle n'avait nulle part où l'utiliser. Elle avait épousé Thomas Voss 2 ans plus tard. Il avait 15 ans de plus qu'elle. C'était un homme doux et perspicace, jardinier en chef dans un domaine voisin. Il avait compris qui elle était dès la première fois qu'il l'avait vue. Il l'avait vue s'agenouiller dans un potager et presser ses doigts dans la terre pour en tester la température. Il ne lui a pas demandé d'être moins elle-même. Il lui a donné une serre, du temps et le journal. Et 11 années de vie tranquille et fructueuse. Pendant ces années, elle a cultivé, catalogué et accumulé une expertise. Cette expertise existait autant dans ses mains et sa mémoire que dans n'importe quel livre. Quand Thomas est mort discrètement de la maladie pulmonaire qui le tourmentait depuis des années, il lui a laissé le journal et très peu d'autres choses. La maison était liée à son poste. Elle avait 3 mois avant que la maison ne revienne au domaine. Elle avait écrit à Ashford Hall parce que c'était le seul lien qu'il lui restait. Elle ne s'attendait pas à se voir offrir le jardin abandonné que son propre père avait construit. Un jardin que 11 ans de négligence avaient ruiné. Elle ne s'attendait pas à ce que l'offre ressemble à une insulte si précise qu'elle devait être délibérée. Elle y est allée quand même. Les portes d'Ashford Hall étaient en fer forgé. Elles arboraient le même motif de serre couronnée que le sceau ducal. Elles s'ouvraient sur une longue allée de tilleuls. Leurs branches nues de novembre se croisaient au-dessus de sa tête, comme les doigts de 2 mains opposées. Marianne est arrivée à pied, après avoir laissé la charrette au village. Elle ne portait qu'un sac en toile et son journal. La gouvernante qui l'accueillit à l'entrée des domestiques était une femme d'une 50aine d'années. Elle avait un visage carré et vigilant, et l'expression de quelqu'un à qui on a dit d'être aimable, et qui exécute cette instruction à la lettre, sans enthousiasme. Son nom était Madame Hartley. Elle guida Marianne à travers les couloirs de service de la maison, sans un mot. Elles passèrent devant la chaleur de la cuisine et l'odeur de cire d'abeilles et de cendres. Puis, elles sortirent par une porte latérale, dans un passage étroit. Ce passage se trouvait entre la maison et la cour de la cuisine. La cour était pavée et froide. Au fond, une porte dans un haut mur de pierre était entr'ouverte. Elle ne tenait que par un seul gond, son bois déformé par des années de pluie. Madame Hartley s'arrêta. Elle ne regarda pas Marianne. Elle fit un geste vers le mur. « Voici le potager, dit-elle. » Marianne ne dit rien. « Vous avez le cottage au bord de la propriété, » continua Madame Hartley. « Une pièce et une échelle. Vous prendrez vos repas dans la salle des domestiques, si le travail progresse de manière satisfaisante. » La phrase « si le travail progresse de manière satisfaisante » fut prononcée sur le ton de quelqu'un qui lit un document. Un document dont les conclusions étaient déjà écrites. Sa grâce s'attend à ce que le jardin contribue à la table de la maison pour la Saint-Michel. La Saint-Michel était dans 22 semaines. Marianne regarda la porte dans le mur. À travers la fente, elle pouvait voir le fantôme d'un jardin. Des parterres réduits à des masses de patience, de chardon et de chiandre. Le squelette d'une cage à fruits, dont le filet était pourri depuis longtemps. La serre dans le coin, avec 3 de ses vitres brisées, ouvertes sur le ciel. Elle pouvait voir la géométrie de son père enfouie sous tout cela. Les lignes des parterres, l'espacement des allées, tout était encore là, sous les décombres, comme les os sous un corps. Elle connaissait ce jardin. Elle avait grandi en l'entendant décrire. « Je comprends, dit-elle. » Sa voix était ferme. Elle s'était entraînée à la fermeté pendant des années. Madame Hartley partit. Mary Ann poussa la porte pour l'ouvrir complètement. Elle entra et resta un long moment au centre de l'allée. Le vent soufflait dans les tiges mortes des mauvaises herbes de l'an dernier. Cela produisait un son sec, comme du papier. Le sol était gris et compacté. Un corbeau était posé sur les restes de la cage à fruits. Il l'observait avec le regard franc et évaluateur d'un témoin professionnel. Elle ouvrit son journal. Elle sortit un crayon. Elle commença à écrire. Elle écrivit pendant 2 heures. Elle parcourut chaque allée du jardin. Elle se souvenait suffisamment des plans de son père
pour savoir où elle devait être. Elle se pencha pour tester le sol à 6 endroits différents. Elle le pressa entre ses doigts, le sentit, travailla une petite poignée jusqu'à comprendre sa texture. Elle examina la serre, vitre par vitre. Elle nota quelles vitres pouvaient être sauvées et lesquelles étaient irréparables. Elle posa sa main sur le mur exposé au sud. Il conservait une chaleur résiduelle, même dans le froid de novembre. Elle pensa à ce qui pourrait pousser contre ce mur. Elle compta les pommiers et poiriers en espalier. C'étaient les arbres de son père, taillés de ses propres mains. Elle constata que 7 des 12 étaient encore en vie. Leur tige principale était saine, sous la prolifération des branches latérales non taillées. 7 arbres encore en vie. Elle se redressa et regarda le corbeau un instant. « Oui », dit-elle à voix haute, à personne et à elle-même. « Très bien », elle commença le lendemain matin, avant que la maison ne soit réveillée. Pendant ces premières semaines, elle travailla dans un froid qui semblait personnel. Le sol était gelé dès 7 heures du matin. La seule façon d'avancer était de commencer à l'aube et de travailler sans s'arrêter. Elle arrachait le chianden et la patience avec des mains qui cessaient de faire mal après la première heure. Ses mains devenaient alors simplement une partie du paysage, distante, rouge et utile. Le cottage était aussi dépouillé que promis. Un lit étroit, une petite cheminée, une table, une fenêtre qui donnait sur le champ est. Elle maintenait le feu bas pour économiser le bois. Les nuits les plus froides, elle dormait avec son manteau. Personne de la maison ne vint l'aider. Personne ne vint non plus prendre de ses nouvelles, sauf Madame Hartley, une fois par semaine. Elle apparaissait à la porte du jardin le vendredi après-midi et demandait, sans curiosité apparente, comment le travail avançait. « Bien », lui répondait Marianne à chaque fois, « ça avance bien ». Pendant ces premières semaines, elle n'était pas certaine que ce soit tout à fait vrai, mais elle avait appris de son père que la confiance était elle-même une forme de culture. La partie de l'esprit qui croit que la chose est possible est aussi nécessaire au résultat que n'importe quelle graine ou n'importe quel amendement du sol. Elle cultivait sa confiance comme elle cultivait ses parterres, délibérément, sans sentimentalisme, avec une grande attention à ce dont elle avait réellement besoin. Ce dont elle avait réellement besoin, décida-t-elle, c'était de ne pas être seule. Le 4e vendredi, elle demanda à Madame Hartley s'il y avait quelqu'un sur le domaine. N'importe qui aurait le temps et l'envie de travailler dans le jardin. Hartley la regarda un instant avec la même expression évaluatrice. « Il y a le garçon, dit-elle enfin. Samuel, il a 13 ans. Il est entre 2 postes et n'a pas d'autre affectation pour le moment. Mais il n'a pas été formé au travail de jardinage. Je peux le former, dit Marianne, s'il est volontaire. Samuel était volontaire. Il était plus que volontaire. Il arriva le lundi matin suivant, avec une demi-heure d'avance. Il se tenait à la porte du jardin, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Il avait sur le visage une expression que Marianne reconnut immédiatement. C'était le regard de quelqu'un qui trouve dans le travail physique une sorte de paix. Une paix qu'il n'a pas trouvée ailleurs, dans les problèmes clairs et solubles du travail de la terre. Elle avait eu ce même regard à 13 ans, en suivant son père dans les allées de la serre. Elle lui donna la fourche et lui montra la différence entre le chianden et la racine de patience. Entre les racines que l'on peut casser et celles qu'il faut extraire entières, sinon elles repoussent. Il travaillait avec une intensité concentrée et sans se plaindre, qu'elle respectait et n'interrompait pas. À la fin de la première semaine, il apprenait des choses par lui-même. Il expérimentait, lui apportant des échantillons de racines à identifier. À la fin de la 2e semaine, elle lui confia le travail délicat de la taille des branches d'espalier. Elle supervisait le travail, mais ne le faisait pas à sa place. C'était une distinction qu'il semblait comprendre et apprécier. Le duc, pendant ce temps, avait oublié le potager. C'était, selon Marianne, la chose la plus utile qu'il aurait pu faire. Sa grâce, Jeffrey Ashford, avait 37 ans. Il possédait cette forme de cruauté désinvolte qui n'a pas besoin d'intention pour être pleinement efficace. Ce n'était pas un homme violent. Selon les normes de son monde, il n'était même pas particulièrement méchant. Il avait simplement un talent pour attribuer aux gens leur juste valeur. Un talent qu'il exerçait aussi naturellement que la respiration, sans examen ni effort. Et la valeur qu'il avait attribuée à la veuve d'un jardinier était très faible. Lui offrir un jardin en ruine était la pleine expression de sa générosité.
Il ne pensait pas à elle. Il n'avait pas pensé à elle depuis l'envoi de la lettre. Le potager était un inconvénient dont il s'était débarrassé. Et dans son expérience, se débarrasser de quelque chose était définitif. Mais en janvier, quelque chose commença à le troubler. Il n'aurait pas pu dire précisément ce que c'était. Ce n'était pas une pensée qu'il pouvait localiser ou examiner. C'était plutôt comme un son à la limite de l'audible, ou une pression derrière l'œil droit qui précède un orage. Il était passé devant la porte du potager 3 fois la semaine dernière. La porte se trouvait sur le chemin entre la cour des écuries et l'arrière de la maison. Et à chaque fois, il avait remarqué une lumière à travers la fente du mur. Une lanterne qui brûlait dans l'obscurité grise de l'aube. Il avait aussi entendu autre chose. Un rythme de travail, le son d'une bêche, et une fois, des voix basses. Il n'a pas enquêté. Il se disait qu'il n'y avait rien à enquêter. En février, les couches froides sont apparues. Il les vit un matin, où le gel avait rendu les pavés dangereux. Il avait contourné la maison, sans raison particulière. 8 châssis étaient construits le long du mur sud. Ils étaient faits de bois de récupération et de vieilles vitres. Une partie du matériel, nota-t-il avec un léger froncement de sourcils, provenait de la grange de stockage. Il avait eu l'intention de faire enlever et jeter ces vitres. À l'intérieur des châssis, il pouvait voir des rangées de petites choses vertes. Des semis, incroyablement petits et incroyablement vivants au cœur de février. Il resta à les regarder plus longtemps que prévu. Ce soir-là, dans la salle des domestiques, il demanda à Hartley, sans insister, comment allait la gardienne du potager. L'expression de Hartley ne changea pas. C'était, avait-il toujours pensé, sa qualité la plus utile. « Elle se débrouille, votre grâce », dit-elle, comme si c'était une réponse complète. Il attendit. « Elle a défriché environ les 2/3 des parterres principaux », continua Hartley. Elle parlait comme si elle lisait un rapport interne. Elle a réparé 4 vitres de la serre. Elle a installé les couches froides. Elle a Samuel avec elle, et le garçon s'est avéré utile. Elle n'a pas demandé de ressources supplémentaires. Il absorba l'information. Elle aura besoin de ressources supplémentaires, dit-il, si elle a l'intention de produire quoi que ce soit. Elle n'en a pas demandé. Il regarda Hartley un instant. Informez-la, dit-il, qu'elle peut s'adresser à l'intendant du domaine pour obtenir du matériel raisonnable. Il en resta là. Il ne la fit pas venir. Il n'alla pas au jardin. Il se répéta qu'il n'y avait rien là-bas qui nécessitait son attention. Il y avait un corbeau qui ne cessait d'apparaître sur le mur de pierre de la cour. Il était presque certain que c'était le même. Il avait une façon de le regarder directement, sans la méfiance habituelle des animaux, ce qu'il trouvait légèrement dérangeant. En mars, la nouvelle s'était répandue parmi les domestiques. Pas rapidement, ni bruyamment. La maisonnée d'Ashford était un endroit prudent, habitué à garder ses observations pour soi. Mais la nouvelle se propagea. La fille de cuisine mentionna à la 2e femme de chambre que la femme du jardin avait apporté un panier de rhubarbe forcé. C'était la première de la saison, avec des tiges de la couleur d'un vieux porto. Elle avait demandé si la cuisine était intéressée. La cuisinière, une femme redoutable nommée Madame Price, était connue pour recevoir les cadeaux des fournisseurs, avec un regard de basilic et un sourcil levé. Elle avait pris le panier, examiné la rhubarbe, et sans changer d'expression, avait dit à la fille de cuisine de bien remercier Madame Voss. La rhubarbe apparut au dîner 2 soirs plus tard. Elle était en tarte, avec une pâte qui suggérait que même Madame Price avait fait un effort. Le duc en mangea 2 parts. Il ne dit rien. Il ne demanda pas d'où elle venait. Il était presque certain de le savoir déjà. Le printemps fut froid et tardif, mais Marianne avait tout prévu. Elle avait semé tout 2 semaines plus tôt que l'ancien calendrier du jardin. Elle connaissait le microclimat d'Ashford, grâce aux notes de son père. Elle savait qu'il faisait froid dans le creux de la vallée, et que le mur sud ajoutait une semaine de chaleur à tout ce qui poussait à son abri. Et les couches froides lui avaient donné une avance dont elle a tiré le meilleur parti possible. Elle n'avait pas semé une seule succession de pois, mais 3. La première sous verre, la 2e dans les châssis, la 3e en pleine terre dès que la température du sol le permettait. Elle avait planté des pommes de terre précoces dans le coin le plus chaud fin février, couvertes de paille contre le gel. Elle avait planté les oignons et les échalotes en mars, les fèves la semaine suivante. Et au 1er avril, le jardin avait une allure qu'elle reconnaissait. Pas de mémoire, mais de quelque chose de plus fondamental que la mémoire, de la partie d'elle que son père avait cultivée avec tout le reste. L'allure d'un jardin qui a l'intention de produire.
Elle avait aussi réparé la serre correctement à ce moment-là, avec l'aide de Samuel et d'un vitrier du village. Elle avait soumis sa facture à l'intendant du domaine sans s'excuser. L'intendant, un homme mince et anxieux, nommé Monsieur Graves, avait clairement reçu l'ordre de répondre à ses demandes raisonnables. Il n'était pas sûr de ce que « raisonnable » signifiait dans ce contexte, mais il avait payé après un délai de 3 jours. À l'intérieur de la serre, elle avait planté des tomates, des concombres et les herbes que la cuisine achetait au marché de la ville à grands frais tout l'hiver. Du thym, du romarin, de l'estragon, un laurier qu'elle avait fait pousser à partir d'une bouture. 2 variétés de menthes confinées dans des pots pour les empêcher de se propager. Et le long du mur du fond, planté dans de profondes caisses de compost qu'elle préparait depuis décembre, une rangée de haricots grimpants français. Ils seraient les premiers de la saison, avec 3 semaines d'avance. À ce stade, elle avait envoyé 3 lettres. Elles étaient toutes adressées à la même personne, une femme nommée Dr. Clara Ashp. Elle était la secrétaire de la Société pour l'encouragement de la science horticole. 3 ans avant la mort de Thomas, elle avait correspondu avec Marianne au sujet d'un article que Marianne avait soumis sous les initiales MV. Des initiales suffisamment neutres pour être prises pour celles d'un homme. C'est ainsi que la correspondance s'était déroulée. Marianne offrait son analyse et Clara Ashp suggérait avec une insistance croissante que Messevé devrait présenter ses travaux en personne lors de la prochaine série de conférences de la Société. Lettre de Marianne était brève et factuelle. Elle avait un jardin négligé depuis 11 ans. Voici ses conditions actuelles. Voici les interventions qu'elle avait faites. Et le Dr. Ashp pouvait-elle suggérer une source pour la variété particulière de carottes anciennes qu'elle avait du mal à trouver? Le Dr. Ashp pouvait suggérer 17 sources. Dans sa lettre de réponse, elle a également noté que la description de l'histoire du jardin et des interventions appliquées à sa restauration était d'un intérêt professionnel considérable. Et elle serait reconnaissante de recevoir une correspondance plus détaillée. Elle n'a pas commenté le nom de Voss, un nom que Clara Ashby n'avait jamais rencontré auparavant. Elle a soigneusement classé cette curiosité. Le duc vint au jardin en avril. Il n'avait pas l'intention de venir au jardin. Il se promenait dans le champ est pour évaluer le problème de drainage qui le tourmentait depuis l'automne. Et d'une manière ou d'une autre, son chemin l'avait mené au-delà du mur du potager et à travers la porte. La porte était maintenant correctement accrochée, le gond réparé, le bois traité contre les intempéries. Il entra dans un espace qui ne ressemblait pas à ce dont il se souvenait. Il se tint à l'entrée et regarda. Les parterres étaient défrichés, bêchés et plantés en rangées précises, chacun bordé d'une planche pour garder l'allée propre. Le long du mur sud, les couches froides étaient épaisses de végétation. Les arbres en espalier, ses arbres, les arbres de son domaine, des arbres qu'il avait complètement oubliés, avaient été taillés. Ils formaient une structure nette et équilibrée de branches horizontales. De nouvelles pousses apparaissaient le long de chaque branche, vertes, vives et incontestablement vivantes. La serre était solide, ses vitres brillaient. À l'intérieur, il pouvait voir les formes sombres des plants de tomates grimpant sur leur tuteur. L'ensemble sentait la terre retournée et les plantes en croissance. Et en dessous, quelque chose de plus riche. L'odeur du compost bien fait, qui est l'odeur du temps converti en fertilité. Un garçon travaillait près du mur du fond, et dans le parterre central, agenouillé entre 2 rangées d'une culture basse et plumeuse qu'il ne reconnut pas immédiatement, se trouvait une femme. Elle portait une robe de travail sombre et avait les mains dans la terre. Shaw ne l'entendit pas entrer. Il l'observa un instant, juste un instant, et fut frappé par quelque chose qu'il ne put nommer immédiatement. Il y avait une qualité dans sa façon de travailler qui était différente de ce qu'il attendait d'une employée dans une situation difficile. Il n'y avait aucune performance d'effort, aucune conscience d'une observation potentielle. Elle était entièrement absorbée. Elle était, pensa-t-il, la personne la plus présente qu'il ait vue depuis longtemps. Cette pensée le mit mal à l'aise. Il fit un bruit, pas tout à fait une toux, pas tout à fait un pas, et elle leva les yeux. Elle se releva d'un seul mouvement calme, essuyant la terre de ses mains, avec un chiffon de la poche de son tablier. Elle était, réalisa-t-il, plus jeune qu'il ne l'avait supposé, d'après la correspondance. Peut-être 30 ans, peut-être quelques années de plus. Son visage était calme, ses yeux,
Et c'est ce qu'il remarqua particulièrement, car il était habitué à un certain type d'expression chez les gens lorsqu'il prenait conscience de sa présence. Ses yeux se contentaient de le regarder. Pas effrayé, pas soumis, mais vigilant. De la manière de quelqu'un qui a prêté une attention particulière pendant longtemps et qui trouve que ce nouvel élément n'est qu'une chose de plus à noter et à considérer. « Votre grâce », dit-elle. Il regarda le parterre où elle était agenouillée. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle baissa les yeux. « Des semis de carottes, une variété ancienne, corne écarlate. Elles pousseront plus tard que la sorte ordinaire, mais elles sont nettement meilleures dans les soupes et rôtis. J'ai pensé qu'elles en valaient la peine. » Il ne dit rien pendant un moment. Il regarda les arbres en espalier. Il regarda les couches froides. Il regarda la serre. Il dit enfin, « Vous avez fait plus que ce que j'attendais. » Elle le regarda dans les yeux. « Je suis consciente de ce qui était attendu, » dit-elle. Ni chaleureusement, ni froidement, simplement comme un constat. Il partit peu après, mais quelque chose, une pierre jetée dans l'eau calme, avait commencé à bouger. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre la position d'une femme comme Marianne Vos dans une maison comme Ashford Hall. Elle n'avait ni titre, ni lien de parenté, ni protecteur, ni contrat de travail formel au-delà de la lettre originale. Une lettre qui ne précisait rien sur sa rémunération, la durée de son emploi, ou ses droits au cas où le duc changerait d'avis. On lui avait confié une tâche que la plupart des gens considéraient comme impossible, comme un moyen de se décharger d'une obligation à peu de frais. Il n'y avait pas de méchanceté dans cela, exactement. Il y avait seulement le calcul particulier que la richesse et la position rendent possible. Un calcul dans lequel un problème peut être réglé en le confiant à quelqu'un qui ne peut pas refuser. Ce qu'elle avait à la place de toutes ces protections, c'était le jardin. Et le jardin, à la fin du mois de mai, produisait. Les premiers haricots verts sont sortis de la serre un jeudi. Madame Price les a reçus avec la même expression qu'elle donnait à tout, mais elle les a servis ce soir-là avec le rôti, assaisonné de beurre et d'un peu d'estragon, également du jardin. Et la table, Marianne l'a appris de Samuel, qui l'a appris du valet de pied, avait été extrêmement silencieuse, de la manière qui indiquait la satisfaction. La semaine suivante, les premières laitues. La semaine d'après, les radis, les oignons nouveaux, et assez de pois, la première succession arrivant maintenant à maturité, pour faire une soupe froide digne de ce nom. Elle est apparue au déjeuner, et le duc en aurait consommé 2 portions. Elle ne lui faisait pas de rapport. Il ne lui demandait pas de rapport. Mais elle était consciente, de la manière dont on prend conscience d'un courant dans l'eau calme, qu'elle était observée. Pas par lui directement, pas encore. Mais par la maison, par Hartley, dont les visites au jardin étaient passées subtilement de l'inspection à quelque chose qui approchait un intérêt sincère. Par M. Graves, l'intendant, qui avait commencé à approuver ses demandes de fourniture sans le délai de 3 jours. Par la fille de cuisine, qui venait maintenant régulièrement chercher ce que Marianne mettait dans le panier à la porte du jardin, et qui avait récemment commencé à apporter à Marianne, sans qu'on le lui demande, une tasse de thé en fin de matinée. Et puis il y avait l'affaire du journal. Elle n'avait parlé du journal à personne, et personne ne lui avait posé de questions. Mais un matin de juin, en revenant de la serre, elle constata que le journal avait été déplacé sur la table du cottage. Déplacé et replacé presque exactement, mais pas tout à fait. L'angle était incorrect d'environ 2 degrés. Elle resta à le regarder pendant un long moment. Elle le ramassa. Elle passa son pouce sur la couverture. Elle pensa à son père. Elle pensa à ce qu'il lui avait mis entre les mains et à ce qu'il savait qu'elle aurait besoin. Elle pensa à 11 ans, à un jardin en ruine et à une lettre qui était une insulte déguisée en générosité. Elle pensa aux semis de carottes dans leur rangée précise, aux plants de haricots grimpant sur leur tuteur, et aux 7 pommiers avec leurs nouvelles pousses vives le long de chaque branche taillée. Elle ouvrit le journal à une nouvelle page. Elle écrivit la date. Elle écrivit « C'est un test. Très bien. Parfait. Qu'il regarde. » Elle continua à faire pousser des choses. Si cette histoire vous a touché, et si vous appréciez ce genre de récit lent et soigné qui prend son temps et fait confiance à son public, pensez à laisser un mot dans les commentaires ci-dessous. Cela ne coûte rien. Et cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, retournons à Ashford Hall et à l'été qui a tout changé. L'été du potager fut l'été où le duc commença à remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Il remarqua, par exemple, que les comptes de la maison pour les provisions avaient diminué d'un chiffre que l'intendant,
en présentant le résumé trimestriel, qualifia de notable. Il remarqua que Madame Price avait complètement cessé de commander certains articles au marché de la ville. Les herbes fraîches, les feuilles de salade, les concombres, les tomates, 2 variétés de courges d'été. Elle les avait remplacés par des équivalents qu'elle récupérait chaque matin dans le panier du jardin. Il remarqua que les repas à Ashford, toujours adéquats, avaient acquis une qualité qu'il avait du mal à nommer précisément. Une fraîcheur, une maturité, une sensation de choses goûtées au bon moment plutôt qu'au moment de leur disponibilité, ce qui sont 2 choses bien différentes. Il remarqua aussi d'autres choses. Il remarqua que Samuel, le garçon, avait développé en 6 mois une précision d'observation et une confiance en son propre jugement qu'il ne possédait pas auparavant. Il remarqua que les domestiques qui passaient par la cour de la cuisine avaient commencé, de petite manière, à faire de ce chemin une sorte d'agrément. Un endroit pour faire un bref détour en allant ailleurs, pour observer ce qui poussait, pour échanger une remarque avec Marianne, ou le garçon, sans y avoir nécessairement affaire. Il remarqua que le corbeau avait cessé de se percher sur le mur et avait pris l'habitude de se percher sur le faîte de la serre, qui offrait une meilleure vue sur tout. Il remarqua, de manière plus inconfortable, qu'il avait lui-même commencé à modifier son itinéraire à travers la propriété, de sorte qu'il passait devant la porte du potager. Il n'était, lors d'aucun de ses détours, retourné à l'intérieur. Il avait seulement regardé. Mais regarder, découvrait-il, était plus que ce à quoi il s'était attendu. Il y avait quelque chose dans l'ordre de ce jardin, dans la précision des parterres, dans les arbres en espalier maintenant lourds de petits fruits verts, dans les couches froides démontées, maintenant qu'elles n'étaient plus nécessaires, et empilées proprement contre le mur, en prévision de l'automne. Tout cela parlait un langage qu'il ne savait pas qu'il était capable d'entendre. Ce n'était pas le langage de la richesse, qu'il connaissait couramment. C'était quelque chose de plus ancien et de plus patient que cela. En juillet, il demanda à Hartley de lui envoyer Madame Voss. Marianne vint à son bureau en début d'après-midi, portant la même robe sombre. Ses mains étaient propres, mais avec l'aspect particulier des mains qui n'ont été propres que récemment et qui le seront à nouveau bientôt. Elle se tenait devant son bureau sans s'agiter, sans combler le silence. Elle ne s'assit pas, car il ne lui avait pas offert de chaise, et elle ne sembla pas remarquer l'omission, ce qui lui apprit quelque chose qu'il ne pouvait pas encore entièrement interpréter. « Le jardin se porte bien, dit-il. »« Oui, dit-elle, c'est mieux que ce que j'avais prévu. » Elle ne dit rien. Elle attendit. Il trouva cette attente, ce silence, tranquillement déconcertant. La plupart des gens, dans son expérience, se précipitaient pour combler les silences qu'il créait. Il produisait des compliments, des explications, des assurances. Elle attendait simplement, avec la qualité patiente et calme de quelqu'un qui a beaucoup de travail à reprendre. « Je veux comprendre, dit-il, comment vous avez fait. » Le jardin était en très mauvais état. Il l'était, convint-elle, mais les fondations étaient là. La structure était saine. Quelqu'un l'avait construit avec grand soin il y a de nombreuses années, et ce soin n'avait pas entièrement disparu simplement parce que la surface était négligée. Une pause. Les choses survivent longtemps dans le sol. Il la regarda. « Qui vous a appris ?» demanda-t-il. « Votre mari ?» Quelque chose changea sur son visage. Pas une perte de sang-froid, mais un réarrangement, un bref mouvement intérieur, comme un rideau qui se lève puis retombe. « J'ai appris de mon père, » dit-elle. Quel était son métier? Elle le regarda dans les yeux. Elle soutint son regard une fraction de seconde de plus que ce qui était strictement convenable. « Il était horticulteur, » dit-elle. « Il a travaillé sur plusieurs domaines à son époque. Il était connu, je crois, dans certains cercles. » Elle regarda la fenêtre. « Il est mort il y a quelques années. » Elle ne prononça pas le nom. Il ne pensa pas à le demander. Il la congédia, et elle retourna à son jardin, et il retourna à ses papiers. Et pendant 20 minutes, tout fut comme avant. Et puis, pour des raisons qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer, il ouvrit le tiroir inférieur de son bureau, celui qui contenait les anciens dossiers de correspondance du domaine. Et il commença à regarder, sans but précis. Il trouva les lettres de Laird dans un dossier ivoire, au fond du classeur de 1861. Edward Laird, consultant en horticulture, engagé pour la refonte du potager d'Ashford. 3 saisons de correspondance, méticuleuse et professionnelle, d'une écriture soignée, qui était, ses doigts se figèrent sur la page,
presque identique à l'écriture d'une certaine série de demandes de fournitures arrivées sur le bureau de l'intendant au cours des 6 derniers mois. Pas tout à fait identique, mais formées par la même main. Cela ne faisait aucun doute. Il lut les lettres du début à la fin. Il ne les avait jamais lues auparavant. Elles étaient antérieures à son arrivée du temps de son père, et avaient été classées par un secrétaire dont il ne connaissait même pas le nom. La voix de Lair sur la page n'était pas ce qu'il aurait pu attendre d'un ouvrier écrivant à un duc. Elle était mesurée et exacte, et tranquillement confiante. La voix d'un homme qui comprenait que son savoir était rare, et pour qui la commande n'était pas une condescendance, mais une collaboration. Il avait écrit sur le sol d'Ashford avec le soin d'un médecin diagnostiquant un patient. Il avait établi un plan qui prendrait 3 ans à exécuter correctement, et il avait expliqué, en des termes qui, même maintenant, le frappaient par leur clarté généreuse, exactement pourquoi chaque décision avait été prise. Il y avait une lettre sur les arbres en espalier, les arbres mêmes, ceux qui ployaient maintenant sous le poids des fruits sous le soleil d'août. Elle décrivait l'intention derrière chaque branche taillée, les décennies qu'il leur faudrait pour atteindre leur plein potentiel, l'importance de ne pas précipiter le travail. « Ne précipitez pas cela », avait écrit Lair, souligné d'un seul trait ferme, comme s'il savait que quelqu'un essaierait. Il resta longtemps assis à son bureau avec les papiers devant lui. La lumière de l'après-midi se déplaça sur le sol, et la pièce devint plus fraîche, et il ne se leva pas pour allumer la lampe. Il pensa à une femme agenouillée dans un parterre de semis de carottes, les mains dans la terre que son père avait préparée. Il pensa à la façon dont elle s'était levée, sans hâte, et l'avait regardée sans crainte, et avait dit « ça avance bien », d'une voix qui n'était ni humble ni agressive, mais simplement et constamment vraie. Il pensa à une lettre qu'il avait écrite, ou fait écrire. Et c'était là la distinction qu'il s'était toujours permise, cette construction passive confortable, fait écrire, comme si ses mains n'avaient pas dirigé le secrétaire, comme si la décision avait été prise dans un espace intermédiaire où sa responsabilité se dissolvait. Une lettre qui avait offert un jardin en ruine, comme la pleine expression de sa générosité, à la fille de l'homme qui avait construit ce jardin à partir de rien, qui avait passé 3 hivers à amender l'argile et à double bêcher les parterres et à tailler les arbres, qui, maintenant, grâce à sa fille, se penchait à nouveau vers la lumière. Il pensa, oh, et puis plus lentement, avec la qualité particulière d'une pensée qui arrive trop tard et le sait. Oh, le corbeau se posa sur le rebord de sa fenêtre. Il le regarda, il s'envola. Il n'alla pas au jardin ce jour-là. Il avait besoin de réfléchir. Il n'était pas, avait-il toujours cru, un homme qui avait besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Il avait un esprit vif et décidé sur lequel il s'était toujours appuyé et pour lequel on l'avait loué. Mais il constata que cette question particulière ne répondait pas bien à la rapidité ou à la décision. Elle exigeait une qualité d'attention différente. Il resta avec elle toute la soirée et dans la nuit, et le matin, il était toujours avec elle. Et l'après-midi du jour suivant, il était arrivé à une conclusion qui était inconfortable de la manière précise dont les conclusions honnêtes le sont parfois. Il avait été injuste. Pas intentionnellement, il ne savait pas ce qu'il faisait quand il a écrit la lettre. Mais l'intention, commençait-il à comprendre, n'était pas toute l'affaire. Il se rendit au jardin un vendredi après-midi d'août, alors que l'été était à son apogée et que les parterres étaient si productifs que Samuel passait la moitié de son temps à récolter. Les haricots d'Espagne avaient complètement recouvert le cadre de canne du côté est et produisaient 2 paniers par semaine. Les tomates dans la serre mûrissaient, rouges et dorées, lourdes sur leur tuteur, et sentaient dans l'air chaud de la serre quelque chose de presque écrasant de présence. L'odeur d'un été concentré. Les pommiers ployaient légèrement sous des fruits qui étaient passés des petits boutons verts du printemps à des choses qui étaient maintenant indéniablement, prouvablement en forme de pommes, rougissant sur leurs joues. Marianne était au mur sud, récoltant des haricots verts grimpant dans un grand panier plat. Elle ne s'arrêta pas quand il entra. Il constata qu'il en était heureux. Cela lui donna un moment pour se ressaisir. « Madame Voss, dit-il. » Elle leva les yeux. Elle se redressa. Elle attendit. « Je vous dois des excuses, dit-il. » Il avait décidé de le dire directement. Il trouvait que la franchise était plus facile que l'alternative, et il avait passé assez de temps dans l'alternative ces 2 derniers jours pour un bon moment.
Le poste que je vous ai offert était... C'était une insulte déguisée en faveur. Je ne savais pas, quand je l'ai offert, que vous étiez la fille d'Edward Lair, mais je ne suis pas certain que l'ignorance diminue ce qui a été fait. Un silence. Dans la serre, une abeille se déplaçait lourdement entre les fleurs de tomates, sans hâte et déterminée. « Je suis consciente, dit-elle prudemment, que vous ne le saviez pas. Néanmoins, elle le regarda. Son visage n'était pas fermé, mais mesuré. Elle était, comprit-il, en train de décider quelque chose. Il attendit, comme elle avait attendu pour lui, avec une patience qu'il jugeait nécessaire d'apprendre sur le champ. « Mon père croyait, dit-elle enfin, qu'un jardin bien construit survivra à toute négligence qui lui est infligée, que le travail fait de bonne foi devient une partie du sol et y reste, attendant les bonnes conditions pour recommencer. » Elle regarda les pommiers, les haricots, les parterres pleins et déterminés. Il avait raison. Il suivit son regard. « Oui, dit-il, il avait raison. » Un autre silence, pas vide, plein comme une serre en août et pleine, dense de la présence des êtres vivants. « Je voudrais faire de ce poste un poste officiel, dit-il, avec un salaire approprié, un contrat et une mission qui reflètent ce que le jardin exige réellement, ce qui est, je le comprends maintenant, considérablement plus que ce que j'avais prévu. » Elle le regarda directement. « Et à l'automne, dit-elle, vous avez mentionné la Saint-Michel. Je pense, dit-il, que vous avez largement dépassé la Saint-Michel. » Quelque chose changea à nouveau sur son visage, le même bref mouvement intérieur qu'auparavant, mais cette fois, il se résolut différemment. Pas tout à fait un sourire, quelque chose de plus calme et de plus durable qu'un sourire, quelque chose comme une porte qui s'ouvre de l'intérieur. « Alors nous avons beaucoup de choses à discuter, » dit-elle. « Les plantations d'automne commencent dans 3 semaines. J'ai l'intention de planter de l'ail, des oignons d'hiver, des fèves et une deuxième récolte d'épinards à forcer. Je veux aussi agrandir les couches froides de 4 et construire un véritable abri de rempotage contre le mur est ce que je prévois depuis mars, mais que je n'ai pas demandé car j'étais incertaine de mon poste. » Une pause. J'apprécierais la certitude. Il faillit rire. Il n'était pas sûr de la dernière fois où il avait failli rire. « Vous l'aurez, dit-il. » Elle hocha la tête une fois, le hochement de tête de quelqu'un qui conclut une transaction à des conditions satisfaisantes. Elle plongea la main dans le panier plat et lui tendit une poignée de haricots verts, fins, vert foncé, encore perlés de la rosée du matin. « Pour la cuisine, dit-elle, et voudriez-vous transmettre à Madame Price ma suggestion que ceux-ci sont meilleurs avec très peu d'eau et beaucoup de beurre. » Il prit les haricots. Il resta un moment, les tenant, ne sachant pas trop quoi faire ensuite dans une situation pour laquelle il n'avait pas de scénario. « Vous pouvez y aller, » dit-elle doucement, et il y avait indéniablement, définitivement une note de chaleur sèche dans sa voix, dont il se trouva, à sa propre grande surprise, heureux. À Noël, la maisonnée d'Ashford Hall mangea comme elle n'avait pas mangé depuis 11 ans. La transformation ne fut pas annoncée. Elle n'arriva avec aucune fanfare ni présentation formelle. Elle s'accumula, comme le fait un jardin, progressivement, par petites additions quotidiennes qui deviennent, quand on prend assez de recul pour voir l'ensemble, quelque chose de clairement et indéniablement remarquable. Elle s'accumula dans la façon dont les menus de Madame Price changèrent au cours des mois d'automne, gagnant en confiance et en variété à mesure que la cave à légumes se remplissait. Elle s'accumula dans la façon dont la fille de cuisine commença à apporter le panier de récolte, avec quelque chose qui approchait la fierté, le posant sur la table de la cuisine et soulevant le tissu pour montrer le contenu du jour, comme si elle révélait une collection de miracles mineurs. Elle se produisit dans la façon dont les valets de pied, en dressant la table pour le dîner fin novembre, regardèrent les betteraves assaisonnées, les panais rôtis et les feuilles de chicorée forcées, et dirent à personne en particulier que c'était la meilleure table que la maison ait tenue de sa mémoire, et qu'il était à Ashford Hall depuis 9 ans. Les caves à légumes, qui avaient été à moitié vides d'aussi loin que quiconque pouvait s'en souvenir clairement, étaient empilées jusqu'au plafond avec la récolte de Marianne. Des sacs de pommes de terre de 3 variétés, des caisses de carottes, y compris la corne écarlate, qui avait tant fait parler à la table d'automne. Des oignons tressés et suspendus au crochet que son père avait installé 30 ans auparavant, des betteraves dans du sable humide, des panais, du céleri rave et des navets nichés dans la paille. Le cellier à pommes et à poires contenait des fruits des 7 arbres, emballés individuellement dans du papier journal et disposés par variété
avec une étiquette de la main de Marianne, indiquant la date de consommation optimale pour chacun. Les étiquettes étaient écrites de la même main que les demandes de fourniture, et quand Graves, l'intendant, les vit, il resta à les lire bien plus longtemps que ce qui était strictement nécessaire pour absorber l'information. Dans la serre, qui était maintenant chauffée tout l'hiver par un petit poêle en fonte, les dernières tomates avaient été cueillies et transformées en une conserve profonde et intensément parfumée. À leur place poussait de la chicorée forcée et une succession de laitues d'hiver qui produisaient toutes les 3 semaines assez de feuilles fraîches pour égayer la table pendant les mois les plus sombres. En novembre, Madame Price avait cessé de commander au marché de la ville tout ce que le jardin pouvait fournir. C'était une décision qu'elle ne communiqua à personne directement. Il devint simplement évident, au fil des vendredis, que le panier à la porte du jardin était collecté et que rien n'apparaissait à sa place sur les comptes. Le résumé trimestriel que Graves présenta au duc en décembre montrait la réduction des dépenses en provisions en chiffres clairs. Graves ne dit rien sur l'origine de la réduction. Il n'en avait pas besoin. La veille de Noël, le duc se rendit au potager au crépuscule. Il faisait froid, un vrai froid. Celui qui vient du champ est comme une marée. Et le jardin était calme, les parterres endormis sous leur couverture de paille. Les arbres en espalier étaient nus contre le mur de pierre, chacune de leurs branches soigneusement taillées, se découpant dans la dernière lueur du jour. La serre brillait faiblement de l'intérieur. Un corbeau, le corbeau, il était certain que c'était toujours le même, était assis sur le mur du jardin et le regardait approcher. Il poussa la porte. Il parcourut lentement l'allée centrale, les mains dans les poches de son manteau, regardant ce qui avait été fait. De la porte du cottage au bord du jardin, la lumière filtrait par la fenêtre. À l'intérieur, il put voir brièvement à travers la petite vitre Marianne Voss à la table, écrivant dans son journal à la lueur d'une bougie. Samuel en face d'elle, avec un livre de la bibliothèque du domaine, que, apparemment, elle avait persuadé Graves de rendre disponible. Le corbeau se déplaça sur le faîte de la serre. L'étoile du soir apparut au-dessus du champ est, petite, claire et permanente. Il resta là un moment, plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Puis il se dirigea vers la porte du cottage et frappa. Marianne ouvrit. Elle le regarda, puis le jardin, puis de nouveau lui, et une chaleur traversa son visage, ouverte, certaine et tranquillement, indéniablement réelle. « Joyeux Noël, votre grâce, » dit-elle. « Joyeux Noël, Madame Voss. » Il fit une pause. Il portait quelque chose, un paquet enveloppé dans du papier brun, qu'il lui offrit avec l'air d'un homme accomplissant une action qu'il a répétée, et qui est tout de même arrivée plus vite que prévu. De la collection du domaine, une première édition. Il s'éclaircit la gorge. Le titre semblait approprié. Elle le prit, elle le retourna et lut le dos à la lumière de l'embrasure de la porte. Et ce qu'elle ressentit alors, il ne le vit pas entièrement, seulement ses contours, était quelque chose qui n'avait pas de nom simple. Un chagrin qui avait été surmonté et était arrivé ailleurs. Une reconnaissance qui dépassait le moment présent et touchait quelque chose de longtemps enfoui. Une chaleur qui n'était pas exactement du bonheur, mais qui était ce dont le bonheur naît, quand il a été correctement entretenu. Le titre disait « Sur le renouveau du potager » par Edward Lear. « Tout pousse », dit-elle plus pour elle-même que pour lui, quand ce n'est plus seul. Samuel leva les yeux de son livre. Le corbeau contempla la scène depuis le faîte de la serre avec la satisfaction d'un vieux témoin. La bougie brûlait régulièrement à la fenêtre du cottage. Et à travers le jardin silencieux, les pommiers se tenaient dans l'obscurité froide, les bras tendus, patients, et pleins de ce qu'ils commençaient déjà à préparer pour le printemps.